Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Thomas Drouet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental FO Santé de l'Eure. Vous êtes accompagné de Mélissa Virène. Bonjour. Bonjour. Secrétaire adjointe du syndicat FO à l'hôpital de Bernay. Et avec vous, Philippe Chiré. Bonjour. Bonjour. Secrétaire FO, pareil, à l'hôpital de Bernay. Presque un an que dure la crise sanitaire. Vous nous avez déjà fait part de l'épuisement des soignants lors de la deuxième vague. Où en est la situation ? Sont-ils prêts pour affronter cette troisième vague ? Ils sont là, ils sont prêts. Nos métiers, c'est quand même une vocation. Donc, du moment qu'on a la santé, on s'en sert pour pouvoir préserver celle des autres, pour soigner. Donc, nos collègues sont là, mais ils sont vraiment épuisés. Et on manque d'effectifs parce que malheureusement, il n'y a plus d'attrait de la jeunesse pour nos métiers et on ne peut que les comprendre vu nos conditions de travail. Justement, en termes de moyens, quels sont les moyens, on dit, en termes d'effectifs, de moyens dispose de quoi l'hôpital de Bernay pour faire face à cette épidémie ? On a fait appel à beaucoup d'intérim, donc ce qui a un coût supplémentaire pour l'hôpital. Et puis comme dans tous les hôpitaux, donc il y a des rappels sur le mois d'octobre, donc sur des congés annuels qui ont été reportés ou annulés. Et là, depuis le début de l'année, donc les collègues reviennent sur des jours de congé pour pallier à un manque d'effectifs. C'est beaucoup l'auto-remplacement qui est l'outil de base, parce que même les demandes intérimaires ne sont pas toutes pourvues, tellement il y a un manque cruel dans tous les hôpitaux. Alors le 13 juillet dernier, il y a eu les accords du Ségur qui ont été notamment signés avec plusieurs syndicats, dont le syndicat FO. L'État s'est alors engagé à investir 19 milliards d'euros dans le système de santé, des investissements portant notamment sur le recrutement de 15 000 soignants supplémentaires. Est-ce que vous, Thomas Drouet, ces nouveaux soignants, est-ce qu'ils sont déjà au travail ? Où vous les voyez ? Alors déjà, sur les 15 000 postes, il en manque déjà aujourd'hui au bas mot 7 500 déjà. Donc ça, c'est la priorité, et les 7 500 dans un second temps. Mais avant de répondre à votre question plus précisément, je tenais également à dire qu'avant crise et pendant la crise, les établissements de soins de santé sanitaire et médico-social ne se tiennent que par l'engagement et la conscience professionnelle des agents. Ça, on le sait tous depuis longtemps. Si demain, après crise, le gouvernement n'entend pas cette considération, on s'en va vers un fiasco général et total. Parce que ce qu'on va attendre des soignants maintenant, c'est oui, j'ai eu la revalorisation pour certains d'entre eux avec le CTI, maintenant j'attends les conditions de travail. On ne peut pas gérer un hôpital ou un EHPAD comme une entreprise, ce n'est pas possible. Il faut des soignants, il faut des humains derrière pour prendre en charge des humains. Concernant effectivement la création des 15 000 postes, on en est déjà depuis 1 an ou 2 ans, les établissements n'arrivent pas à recruter au regard de leurs besoins. Et ça s'entend, les métiers sont extrêmement contraignants. Au-delà de la contrainte, les règles RH ne sont pas forcément respectées. Et vous savez que ça ne fait pas toujours plaisir de travailler un week-end sur 2, voire 2 week-ends sur 3, bien que les soignants le sachent au tout début de leur travail. Mais il n'empêche pas moins que lorsque les règles RH ne sont plus respectées, lorsque mes conditions de travail ne sont pas là, que font les agents ? Ils quittent les établissements pour travailler dans toute autre chose. Et si demain on avait une grande entreprise qui venait s'installer sur Bernay, je mettrais au défi que bon nombre d'agents quitteraient l'établissement pour travailler en entreprise. Ils vont manipuler des objets, des aliments, mais pas des humains. Ils n'auront pas les contraintes que nos soignants ont. Et c'est ça. Et si demain le gouvernement ne saisit pas ça après crise, on s'en va vers un fiasco total. Aujourd'hui, le personnel soignant à Bernay, il reste mobilisé. Vous êtes soignant, c'est une vocation. Qu'est-ce qui vous avait attiré à l'époque pour faire ce métier ? De travailler avec de l'humain, la prise en charge, que ça soit dans le soin ou même dans le quotidien, parce qu'il y a besoin aussi de beaucoup d'accompagnement. On s'en aperçoit pendant cette crise où il faut accompagner beaucoup les patients parce qu'ils sont très demandeurs. Il faut aussi les accompagner quand le moment arrive du décès, donc c'est très 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 important, quoi. C'est ça en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que on est soignant pour s'occuper de la personne. S'occuper de la personne, c'est
c'est plusieurs strates. Donc il y a les soins primaires et puis il y a aussi prendre soin au sens global. Et vu comment ils nous ont restreint notre métier, on n'en est plus qu'à prendre soin du soin primaire, c'est-à-dire faire la toilette, donner à manger, faire les soins techniques. À l'hôpital, l'infirmière est devenue une technicienne. Et on nous a enlevé ce pourquoi on faisait notre métier, c'est-à-dire de prendre soin aussi de l'âme et de la philosophie et de la psychologie de la personne, d'entourer sa famille. Et ça n'existe plus par manque de temps. Aujourd'hui, quelles sont vos revendications pour améliorer l'attractivité de ces métiers ? Les effectifs, tout d'abord les effectifs. Qu'est-ce qui est le mieux pour un agent ? C'est de se sentir soutenu par son équipe auprès de lui tous les jours, ou si aujourd'hui même j'ai un arrêt de travail ou une absence inopinée, c'est pas très grave en soi parce que je sais que je dispose suffisamment de ressources humaines pour pouvoir travailler convenablement et prendre soin. Donc l'effectif, mais vous savez, on pourrait reprendre nos discussions d'il y a 20 ans, déjà l'effectif on le disait. C'est déjà le problème. C'est l'effectif. Alors si l'effectif est là, les conditions de travail par nature et par définition vont s'améliorer, c'est inévitable. Après, on peut travailler sur la QVT, la qualité de vie au travail, mais tout ça, ce sont des mots où on change à chaque fois les appréciations tous les 4 ou 5 ans, mais le fond reste identique. C'est la pénurie de personnel soignant, la pénurie d'acteurs hospitaliers. C'est pas plus compliqué que ça. Lorsque vous travaillez à flux tendu constamment, et qu'au-delà du flux tendu, je le disais encore à nouveau, un arrêt de travail ou une absence inopinée qui vient d'arriver, donc en fin de compte, on a des tâches... j'ai plus le terme, des tâches dégradées, mais en fin de compte, c'est des tâches dégradées par-dessus des tâches dégradées, et la notion du travail n'est plus là. Dès lors qu'on aura l'effectif, je suis convaincu, mais encore faut-il qu'on puisse recruter ces effectifs, parce qu'au regard des besoins, au regard des postes qui sont à pourvoir, les gens ne veulent même plus s'y investir. C'est dramatique, hein. Pour un pays où on avait quand même un système de santé reconnu, épié par les autres pays européens. Un autre engagement du Ségur, c'est le développement de la télésanté, des consultations à distance. Est-ce qu'à Bernay, vous pratiquez cette télésanté ? C'est en train de se mettre en place. On commence, parce que pour ça, il faut aussi avoir une bonne couverture Internet et ça demande quand même un déploiement au niveau outillage qui est conséquent. Donc, on est en train de s'équiper et ensuite, il faut former les soignants et les docteurs à pouvoir s'en servir. Ça peut être un appui, il n'empêche que ça ne peut pas tout faire, quoi. Il faut à tout prix, auprès de l'humain, avoir de l'humain. Donc, certaines limites à ce dispositif. En fait, par exemple, on peut s'imaginer pour la dermatologie, qui est une spécialité où nous manquons de praticiens, que pour un suivi de plaies, ça peut être très très confortable. On peut faire des super choses, ce qui évite aussi des transferts à des patients qui des fois ne peuvent plus supporter des longs trajets. Donc oui, en effet, ça va être un outil qui va nous aider. Mais on ne peut pas remplacer, ça ne pourra pas remplacer la clinique, le fait qu'on touche quelqu'un, c'est par là parce qu'il y a la communication verbale et non verbale qui est très importante lorsqu'on est soignant. Et ça... on pourra pas se passer d'humain. Mais ça peut être une piste, effectivement, qu'il faut explorer. Hein. Mais comme le dit Mélissa, ça ne retirera pas la clinique. Hein. Lorsqu'un médecin examine son patient, c'est par la clinique. Et ça, par la distance, c'est un peu compliqué. Thomas Drouet, j'aimerais vous faire réagir maintenant sur le ministre de la Santé. Ça fait maintenant 1 an qu'il est à la tête du ministère. Il est devenu en l'espace d'une année l'un des hommes les plus médiatisés de France. Que retenez-vous de son action, de sa méthode ? Déjà, le constat, M. Véran a succédé à Mme Buzyn dans les circonstances que nous connaissons. Il est arrivé en pleine période de crise. La crise continue. Toutefois, il est arrivé au gouvernement en toute connaissance de cause, dans la mesure où il est membre du gouvernement. Il savait très bien, et il est médecin par ailleurs, il savait très bien dans quel constat étaient les hôpitaux. Donc je ne voyais pas comment il pouvait, en claquant des doigts, très rapidement, dans ce contexte particulier qui bouleverse, d'emblée rétablir notre système de soins. Alors après, vous savez, il est membre du gouvernement, hein, les réponses apportées aux questions ne sont pas forcément franches. L'exercice difficile, et vous le faites très bien, on lui pose une question le matin, il répond, et le soir même, il est contradictoire dans la même réponse qu'il a fait le matin. Ça reste malgré tout un homme politique. Oui. Je crois qu'il a oublié sa casquette de médecin aussi au passage. Et dans sa casquette de médecin, il a travaillé avec des effectifs et de l'équipe paramédicale. Je crois que ça ressort très peu dans ses propos. Et puis les contradictions d'un homme politique, hein, ça reste maintenant, c'est un homme politique, ce n'est plus un professionnel de santé. C'est plus un homme de terrain ? Je ne pense pas, non. Et vous savez, les hommes politiques, on par définition, mentent beaucoup. Et là, on s'amuse bien à le voir. Entre le matin et le soir même, il se contredit dans ses réponses. Donc ça laisse quand même interrogeur, songeux et un petit peu inquiétant.
Il y a la vitrine de ce qu'ils donnent à voir et ce qui se fait sur le terrain, quoi. Ils peuvent crier à la presse qu'ils ne fermeront plus de lignes ni de services. Nous, on le vit, donc on sait que ça continue. Donc on espère vraiment de lui qu'il y ait une prise de conscience par rapport à la crise et qu'il redonnera toute son importance à la proximité et au service public. Tel qu'on l'a connu il y a 30 ans. Hein. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.